que vous en avez des micros? Ouais. Là, vous allez vous le passer. On va se le passer. Ah oui. L'eau c'est bon. Pour les tables, par contre, moi je vais me rapprocher comme ça. On va y arriver, on va y arriver. Oui, oui, oui. Ah oui. Je vous en prie, mais ça fait un petit décor, ça fait moins vide, vous avez raison. Ah oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier jeunesse de Normandie pour la paix. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui, ce matin, pour parler des valeurs de l'Union européenne, puisqu'on s'était dit, en réfléchissant avec nos collègues, qu'il fallait remettre les valeurs au centre du débat, les valeurs de l'Union européenne, que le monde actuel il est assez divisé et en conflit sur plusieurs pôles régionaux, donc qu'il fallait réaffirmer ces valeurs-là de l'Union européenne. Donc on va les découvrir tout au long de cet atelier ensemble, les valeurs de l'Union européenne, à quoi ça correspond, quelle importance ça a pour l'Union européenne, quelles sont les actions de l'Union européenne dans ce domaine-là en Europe et dans le monde, mais aussi pas simplement de l'Union européenne, mais aussi d'une autre institution qu'on va vous présenter, du Conseil de l'Europe, qui travaille pour le maintien de ces valeurs et d'autres dans le monde entier. Donc on va partir sur 1 heure et demie d'atelier pour vraiment resituer où on se positionne par rapport à ces valeurs de l'Europe, non pas que de l'Union européenne, mais de l'Europe en entier. Donc on est parti sur... alors qui sommes-nous d'abord ? On est le collectif normand et européen. Voilà, c'est un nom qui regroupe plusieurs associations, structures, établissements sur le territoire en Normandie qui travaillent autour des questions européennes. Et donc, pour vous situer, je sais pas, alors vous avez accès aux écrans et vous voyez donc la carte de la Normandie où il y a les membres du collectif normand et européen. Donc, il y a d'abord les 3 centres Europe Direct. Donc, on est représenté ici par moi-même, par la Maison de l'Europe de l'Eure, par Céleste qui représente le CRIJ Info Jeunes Normandie. Donc, eux, ils sont situés à Caen et à Rouen. Et par Bénédicte, qui est donc le créant, l'Europe Direct à Vire. Et donc là, vous voyez aussi sur la carte, vous pouvez les situer. Mais il n'y a pas que les centres Europe Direct, il y a aussi les mouvements européens. Et donc, on a plusieurs représentants aussi. Et donc, Viviane qui est là pour le mouvement européen Cabourg. Et donc, aussi, on a le mouvement européen de Seine-Maritime et de Basse-Normandie. Le mouvement européen qui travaille aussi sur des questions européennes, mais de façon un peu plus politique que nous. Et en dernier membre du collectif normand européen, nous avons la Maison de l'Europe de Seine-Maritime, qui est située près du Havre, et donc qui n'est pas un centre Europe Direct rattaché à la Commission européenne, aux institutions européennes. Donc, moi, je vais modérer, je vais être là, je vais vous accompagner tout au long de cette heure et demie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis ensuite, on va avoir plusieurs intervenants qui vont vous expliquer aussi toutes ces valeurs-là de l'Union européenne. Alors, la slide suivante. Donc là, je vous ai un peu présenté le collectif, mais je vais vous présenter les institutions et en même temps, ça va me permettre de vous présenter nos invités pour cet atelier. Alors, d'abord, petit point, institution, pour bien resituer les choses et pour qu'on sache bien de qui on parle et de quoi on parle. Vous avez d'abord les institutions de l'Union européenne. Donc, on est là plusieurs représentants.
des représentants officiels. Donc on a Monsieur Pestel, donc Éric Pestel, qui est donc analyste des questions européennes, qui est donc expert Team Europe direct, administrateur de l'association Jean Monnet et président du Hub culturel européen. Avant, on était beaucoup plus lié à la Commission européenne. Maintenant, on est plutôt lié aux institutions européennes. Et donc, vous avez ce triangle institutionnel avec à sa tête le Conseil européen. Le Conseil européen, en gros, ce sont les chefs d'État qui établissent la stratégie de l'Union européenne pour les années à venir. Donc, c'est les réunions que vous voyez avec M. Macron, etc. Et donc, ils ont cette stratégie et ils l'établissent pour les années à venir ensemble. Ils réfléchissent. Puis ensuite, vous avez la Commission européenne qui s'empare de cette stratégie et qui doit proposer un texte de loi pour que ça puisse être voté. Donc, ils vont aller voir des experts, ils vont aller voir des élus, ils vont aller voir, parfois ils vont nous demander à nous ce que les citoyens pensent. Donc, ils vont vraiment faire un travail de fond pour essayer de répondre à cette stratégie que les chefs d'État ont eue. La Commission, elle fait des textes, des propositions de loi et ça part au vote pour que ça devienne des textes démocratiques. Et donc, ça va au Parlement européen qui représente les citoyens. Et donc, on a eu des élections européennes il n'y a pas longtemps, le 9 juin dernier, et donc ça a chamboulé la France d'ailleurs. Je crois que ce sont les élections européennes qui ont le plus chamboulé le paysage politique français, d'où l'importance que ça a pris au fil des années. Et donc, ce sont vos représentants, les représentants des idées européennes, et qui vont voter les propositions de la Commission. Peut-être qu'ils vont en retirer d'autres, peut-être qu'ils vont amender, etc. Donc, c'est le premier vote. Ensuite, il y a aussi le représentant des pays qui vont voter. Donc, ce n'est pas seulement les citoyens qui seront représentés, mais ce sont aussi les pays. Donc, quand on vous dit « la France n'intervient pas dans les questions européennes ou dans les lois européennes », c'est complètement faux, puisqu'elle est dans toutes les différentes institutions européennes. Et donc, dans le Conseil de l'Union européenne, la France aura son ministre représentant qui est chargé d'un tel sujet, qui ira voter cette loi proposée par la Commission. Et s'ils sont d'accord, il y aura une loi européenne. S'ils ne sont pas d'accord, eh bien, il faudra refaire le même cheminement pour que ça puisse arriver en tant que loi nationale dans nos pays. Donc voilà un peu ce schéma des institutions européennes pour bien situer de qui on va parler. Mais aussi, on a une autre institution qui a son importance vraiment au niveau européen et qui englobe beaucoup plus de pays au sein du continent. C'est le Conseil de l'Europe. Donc, le Conseil de l'Europe, institution qui travaille vraiment sur les droits de l'homme et qui a la Convention européenne des droits de l'homme et qui a aussi la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, ça va au-delà des pays de l'Union européenne. Et l'Union européenne respecte vraiment cette institution-là et ses valeurs et l'a même intégrée dans beaucoup de ses lois. Et donc, pour représenter le Conseil de l'Europe, nous avons Madame Mélanie Lepoultier, présidente de la délégation française au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux au Conseil de l'Europe, rapporteur permanent sur les droits humains, donc qui est aussi élu dans le Calvados, et donc il va pouvoir vous parler aussi du lien régional avec le Conseil de l'Europe. Donc vous voyez, ce sont des institutions importantes, l'Union européenne avec plusieurs sièges à Bruxelles et Strasbourg, et le Conseil de l'Europe à Strasbourg, et donc des représentants dans les régions proches des citoyens. On vous dit souvent que c'est loin, mais en vrai, si on fait l'effort de chercher un peu, on trouve des représentants à côté de chez vous. Voilà pour, en gros, les intervenants. Comment va se dérouler l'atelier en soi? On va avoir un aller-retour avec vous à chaque fois. Donc, j'espère que vous avez des questions et que vous êtes venus avec l'envie de participer parce que on va vous mettre aussi à contribution. Mais on va aller aussi au-delà de cette salle. On est allé chercher des citoyens pour voir aussi ce qu'ils pensaient de ce qu'on va vous présenter lors de cet atelier. Donc on a des micro-trottoirs, des audios qu'on va écouter ensemble et qui vont permettre aussi de lancer nos différentes thématiques tout au long de cette heure et demie. Je vais laisser la parole à mes collègues Céleste et Bénédicte pour déjà vous parler des valeurs et de vos valeurs à vous aussi.
Alors, on va commencer par une petite animation. Déjà, bonjour à tous, pardon. Donc, on va commencer par une petite animation, vous faire réagir aussi. Et comme vous êtes très nombreux, on a eu par la région la liste des établissements qui étaient présents. Et on a fait une petite animation qui se déroule en fonction de vos zones géographiques. On sait qu'il y en a qui viennent de très 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 loin aussi. Donc, il y a une question qui s'affiche sur l'écran. Quelles sont les valeurs que vous portez? Donc, on va demander à chaque établissement d'un département vous pouvez lever la main évidemment, et de nous dire, voilà, quelles sont vos valeurs, vous, en tant que jeunes. Donc, nous avons en back-office là-bas donc nos collègues. Cléo Marin, qui travaille avec moi à l'Europe Direct Normandie-Vire, et Camille aussi, qui travaille avec Mickey à l'Europe Direct Normandie-Évreux aussi. Donc, qui vont noter toutes vos valeurs que vous allez nous exprimer là maintenant. Et puis, on va poursuivre après l'atelier sur ce que vous allez nous dire là maintenant. Alors, on va commencer par la Normandie Est. Allez, on appelle déjà... Seine-Maritime ? Eh bien, dans ce cas-là, la Seine-Maritime, bonjour aussi à tous. La Seine-Maritime, donc les lycéens de Seine-Maritime, quelles sont les valeurs que vous portez ? Et je crois qu'un micro va pouvoir circuler, donc vous pouvez lever la main. Quelles sont vos valeurs au quotidien ? Là, on ne demande pas de lien avec l'Union européenne. Quelles sont vos valeurs à vous, personnelles ? Dites-nous tout. Ça fait parler en tout cas. C'est nos marins. Devant. Eh bien, c'est devant. Oh. Là, on a le... Allez-y, dites-nous des valeurs. C'est ça. Allez, le premier est difficile, mais après ça se lance. La première. Peut-être, je dirais, le respect, le partage, l'écoute. Le respect, le partage, l'écoute. Ok. C'est noté en back-office. L'Eure. Éventuellement, les lycéens de l'Eure, est-ce qu'ils sont représentés par ici ? Faites-nous un signe. Dans l'Eure, juste derrière. Juste derrière. Il est seul, visiblement. Bonjour. Bonjour. Nous, ça serait liberté et charité. Liberté et charité, c'est bien ça ? C'est noté. Merci beaucoup pour cette participation. Ensuite, est-ce qu'on se déplacerait par chez nous, Bénédicte, dans le Calvados ? Les Calvadosiens, ils sont où ? Par là, ils sont 2 aussi. Je ne sais pas d'où viennent les autres, mais... Nos valeurs sont l'entraide, l'excellence et la réussite. L'entraide, l'excellence et la réussite. Merci beaucoup. Nous avons ensuite la Manche, éventuellement. La Manche, est-ce que nous avons des Manchois dans la salle ? Ah ah. Est-ce que la Manche se cache ? On aurait des gens de Coutances, potentiellement. Oui, on sait d'où vous venez, alors ne vous cachez pas. Êtes-vous caché ? Êtes-vous absent ? Peut-être des chaises qui restent, c'est peut-être ça. Par là, par On ici. nous dit par là, donc il y a une allez. main. Merci. Merci. La solidarité. La solidarité, très bien. C'est noté. Et puis, il y a ceux qui viennent de plus loin. Oui. Et oui, on a également des grands voyageurs de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont au milieu de la salle. Là, au milieu. Je vois, j'aperçois. Donc oui, nous sommes des jeunes engagés citoyens, nous représentons la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et nos valeurs sont le respect, la bienveillance, la famille et la solidarité, le social. On a des
des liens avec le Canada, tout ça. Donc c'est vrai que c'est très familial et très, très bienveillant, très social. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Cléo, tu as eu le temps de noter également? C'est bon, on me fait signe que oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent C'est participer? ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui selon vous, voilà, n'ont pas encore été dites? Ça fait réagir. Est-ce que avons-nous exprimé l'ensemble de toutes vos valeurs? Visiblement, peut-être. Ouais, Cléo est en train de noter pour qu'on puisse les réafficher devant vous. Donc voilà, on va avoir un petit tableau des valeurs de la salle. S'il y en a d'autres qui veulent ajouter, donc on a respect qui est venu plusieurs fois chez vous, le partage, la charité, l'entraide, la solidarité, donc une même famille d'entraide ensemble. Ensuite, on a l'écoute qui est venu plusieurs fois, la bienveillance, les libertés qui sont arrivées, et on a des valeurs comme excellence, réussite et la valeur famille. Donc voilà, globalement dans la salle, ce que vous avez dit. Est-ce que d'autres veulent ajouter à ces valeurs une valeur supplémentaire ou ça vous va? Vous vous sentez en phase ou pas du tout? Oui. Là, on a une personne qui aimerait réagir. J'aimerais rajouter l'égalité et l'équité. Ok, on va rajouter l'égalité et l'équité. Et donc, on aura une vision globale de la salle pour ces valeurs-là. Du coup, évidemment, on est sur les valeurs de l'Union européenne. On attend que Cléo puisse ajouter les deux autres. Et donc, de l'Union européenne et de l'Europe. Et donc, on va vous faire une description, une explication de ce qu'on entend aussi, nous, les institutions, par les valeurs portées en Europe. Et donc, on a ajouté égalité et équité. On va pouvoir vous les définir petit à petit, sachant qu'on vous a fait une petite surprise. Donc, on vous en a présenté quelques-uns là. Et donc, je laisse la parole à Céleste et Bénédicte pour vous les expliquer et que vous puissiez situer de quoi on parle encore une fois. Ok, merci Mikil. Donc dans les valeurs que vous avez citées, on retrouve tout à fait l'Union européenne, en tout cas l'action de l'Union européenne. On pourra, avec nos intervenants, justement, rebondir dessus parce que ça concerne les politiques et vraiment les actions de l'Union européenne aussi. Il y a une valeur que vous n'aviez pas indiquée qui est la démocratie. L'Union européenne repose sur la démocratie, mais qu'il l'a dit tout à l'heure, et vous avez certainement été informés, puisque ça fait beaucoup de bruit aussi. Le 9 juin 2024, il y a eu les élections des députés européens. Chaque citoyen européen en âge de voter pouvait aller évidemment voter, était fortement invité à y aller. Et puis aussi, on pouvait aussi, en tant que citoyen, se porter candidat. Par exemple, au Parlement européen, en ce moment, là, avec les nouveaux élus, les plus jeunes élus ont une vingtaine d'années. Ici, à Caen, on a une députée européenne qui vient d'être élue, elle a 24 ans au Parlement européen. Le plus ancien a 74 ans, je crois, dans l'ensemble du Parlement européen. Donc la démocratie est vraiment une des valeurs fondamentales, évidemment, de l'Union européenne. Ça, c'est la démocratie représentative. Mais l'Union européenne aussi s'attache aussi à ce que les citoyens puissent prendre la parole entre les différentes élections européennes qui sont tous les 5 ans. Et donc, il y a notamment plusieurs outils pour ça, pour cette démocratie participative. Il y a notamment l'initiative citoyenne européenne, donc on pourra y revenir, ou en tout cas, si vous avez des questions dessus, évidemment, les 300 Europe Direct Normandie peuvent tout à fait vous répondre dessus. Et puis, l'état de droit est aussi un élément
essentiel pour l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est pas quelque chose de fumeux, on ne sait pas trop. L'Union européenne repose sur des traités. L'Union européenne, les institutions européennes, les États membres de l'Union européenne doivent respecter aussi ces traités. Il y a une Cour de justice de l'Union européenne qui est là s'il y a des litiges pour faire appliquer le droit. Donc l'état de droit aussi est extrêmement important aussi pour l'Union européenne, mais pas que. Et je passe la parole à Céleste. Merci Bénédicte. Donc, nous, on passe à la liberté d'expression. Alors, on a fait un petit focus, nous, sur la liberté d'expression, mais qui s'inclut en fait dans l'ensemble des libertés, puisque ce n'est pas la seule liberté possible, si je puis dire. Vous l'avez vous-même nommé dans les valeurs, dans l'exercice précédent. C'est en effet une valeur donc, portée par l'Union européenne. Nous parlons de la liberté d'expression, mais vous avez aussi la liberté de penser, de s'informer, la liberté de religion. Voilà, vous êtes libre de vous exprimer au sein de l'Union européenne en tant que citoyen européen. Voilà, mais nous avons fait un léger focus pour l'exercice suivant sur la liberté d'expression. Une autre valeur qui a été nommée, c'est le principe d'égalité. Donc effectivement, l'Union européenne s'efforce de respecter l'égalité entre tous, donc entre les hommes et les femmes, voilà, mais sur tous les sujets qu'elle porte. Vous avez par exemple le principe d'égalité de la rémunération au travail qui lui est fondé depuis le traité de Rome en 1957. Donc voilà, c'est une valeur sur laquelle on travaille depuis très longtemps et donc qui est très importante au sein de l'Union européenne et qui continue de l'être. Et enfin la dignité. La dignité, on est vraiment sur la base des droits fondamentaux. On est sur le respect et la protection des citoyens. Donc voilà, la dignité humaine est inviolable. C'est aussi une valeur importante de l'Union européenne. Et voilà pour moi. Merci beaucoup. Et donc, je vous avais dit, il y a quelque chose qui est surprenant ici. Si vous avez déjà étudié un peu l'Union européenne, il manque une valeur. Et donc, quelle valeur manque-t-il? Je pose la question à la salle. À votre avis, il y en a 5. Normalement, il y a 6 valeurs dans les traités de l'Union européenne. Donc, il y a une valeur qui n'est pas là et qui vous concerne tous. À votre avis? Je pose une colle. Oui. La tolérance ou la fraternité, ça peut se rapprocher, ça peut se mettre dedans, mais c'est plus large que ça encore. La paix, ça peut encore une fois rentrer dedans, mais c'est encore. Il faut vraiment penser à vous en tant que personne. Oui. Alors j'entends pas. Le libéralisme. Le libéralisme, non, ce n'est pas une valeur dans les traités, même si je comprends pourquoi vous dites ça. D'autres propositions? Vous êtes des êtres humains? Oui. La nation, non. L'humanité, oui, mais c'est un rapport avec l'humanité? Qu'est-ce que les humains, de quoi ils ont besoin? Le respect de la vie de l'être humain. Le respect de la vie d'être humain, ça rentre dans dignité humaine. Mais oui, ça y ressemble beaucoup. Ah, j'ai entendu. Les droits de l'homme. Effectivement, les droits de l'homme, donc les droits humains, sont aussi dans les traités de l'Union européenne comme valeur de l'Union européenne. Donc je vais vous lire la définition, comme ça vous allez pouvoir aussi l'avoir en tête. Donc les droits de l'homme sont protégés par la Charte européenne des droits fondamentaux. Ils comprennent le droit à ne pas subir de discrimination fondée sur le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion, les convictions, l'handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel, ça a été rajouté suite au développement du numérique, et le droit d'accès à la justice. Donc voilà, les droits de l'homme, c'est la 6e grand groupe de valeurs, des valeurs de l'Union européenne.
On va enchaîner avec nos différents intervenants pour qu'ils puissent discuter beaucoup plus approfondi de ces valeurs-là. Et donc on commence avec le premier micro-trottoir sur la démocratie. La démocratie est une chose très importante pour l'Union européenne. Elle permet de laisser au peuple le choix de décider de son gouvernement et de laisser au peuple une chance de s'exprimer pour la gestion de son pays. Pour moi, l'Union européenne, elle protège les valeurs démocratiques, même si on peut voir certains problèmes dans des pays de l'Est qui ont des procédures de sanctions. Pour que les citoyens vivent en démocratie, il faut que l'Union reste vigilante. Dans l'Union européenne, ça permet à ce que chaque pays membre puisse apporter leur point de vue, échanger avec les autres pays, car chaque pays a des contraintes différentes. Je pense aussi que la citoyenneté européenne, c'est pas une question qui est connue dans tous les pays de l'Union européenne, et je pense qu'il faudrait faire au moins quelque chose par rapport à ça, notamment sur la communication auprès des jeunes et la communication auprès des personnes qui n'ont pas eu cette éducation à la démocratie européenne, quoi. Voilà. Du coup, on a fait sur tout le territoire de Normandie des micro-trottoirs pour aussi avoir la parole des citoyens hors de ce cadre-là. Et donc, vous allez aussi avoir la parole. Donc, nos intervenants vont discuter de ce qu'ils ont entendu et de ces valeurs-là. Et ensuite, je vous laisserai la parole si vous avez des questions, qu'on puisse avoir un échange avec la salle. Donc, je vais commencer avec Monsieur Pestel sur ce que vous avez entendu, comment vous pouvez réagir sur ce qu'on a dit avant et sur le micro-trottoir. Merci beaucoup, Michael. Merci pour votre invitation. Je suis heureux d'être avec vous pour parler d'Europe et pour parler de valeurs, parce que, comme ça a été dit, il peut y avoir des biais sur ce qu'on perçoit sur l'Europe. Et donc, c'est bien d'en parler directement et de pouvoir répondre à vos questions. Alors, en complément de ce qui a été dit tout à l'heure sur les notions de démocratie et d'état de droit, d'abord, il faut savoir que c'est vraiment les points fondamentaux de la création de l'idée européenne. Il y a plusieurs personnes importantes qui ont été à l'initiative de l'idée européenne qui, comme vous le savez, est née après la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'après 2 guerres mondiales en moins de 50 ans, il y a des femmes et des hommes qui ont dit plus jamais ça. Et alors après chaque guerre, il y a des traités, mais ils avaient bien vu que finalement les traités, ça passait un moment et puis on repartait sur la guerre. Donc en fait, il y a eu quelqu'un, notamment qui a eu une idée, qui s'appelle Jean Monnet, et qui a dit, pour ne plus avoir de guerre, il faut amener les pays à coopérer véritablement entre eux, pas juste signer un pacte de non-agression ou un traité de paix, mais de dire il faut coopérer. Et pour coopérer, il faut forcément, c'est un peu comme dans une entreprise ou dans une famille, il faut avoir les mêmes valeurs. Et donc, il y avait cette idée de solidarité. La notion de solidarité est venue tout de suite entre les pays. Alors au début, il y en avait 6. Maintenant, progressivement, on est arrivé à 27. Mais il y a cette notion effectivement de solidarité et, comme vous l'avez dit, d'égalité entre tous les pays. Il y a, j'ai entendu dans le micro-trottoir une phrase importante en disant « chaque pays a le droit, est reconnu à égalité ». La voix de Malte ou du Luxembourg vaut la voix de l'Allemagne ou de la Pologne et évidemment de la France. Et au Parlement européen, les députés, puisqu'on en a parlé, le nombre de députés est au prorata des populations pour avoir une représentativité. Donc il y a forcément plus de députés allemands qu'il n'y a de députés estoniens. Mais néanmoins, chacun, à la fois au niveau des pays, au niveau des individus, est représenté à égalité et tous les points de vue sont pris en compte. Et c'est ça qui est très important à comprendre, parce que
dans cette notion, je reviendrai sur c'est une notion de démocratie, c'est en fait cette notion de compromis. Parce que parfois, on a l'impression que parce que les idées de la France ne sont pas à 100% reprises, on ne serait pas représenté, ou on serait frustré, ou on serait lésé. C'est pas ça du tout, comme ça l'a très bien été dit au début. Tout aussi bien au Parlement avec les députés européens français qu'au Conseil européen avec le chef d'État français, qu'au Conseil des ministres avec les ministres français, à chaque fois, la France, comme tous les pays, s'exprime et participe. Mais comme tout le monde n'est pas totalement d'accord, il faut arriver à un accord pour avancer. Parce que parfois, on reproche à l'Europe de ne pas avancer assez vite. Et à ce moment-là, c'est un peu du donnant-donnant. Moi, j'accepte de ne pas avoir ça, mais en échange, j'ai ça. Et l'autre, c'est réciproque. Donc, il ne faut pas penser que la France est lésée. Il faut juste penser que pour un bénéfice collectif commun, pour un intérêt général commun, pour que l'Europe puisse avoir de la puissance au niveau mondial, parce que c'est ça, on est sur des enjeux mondiaux, il faut qu'on arrive à trouver des positions communes. Donc il y a cette notion d'égalité et de dire que chaque pays a son point de vue et que la somme est des décisions et le collectif ensemble. Ensuite, j'ai entendu le mot vigilance et des valeurs démocratiques. Alors, comme je vous l'ai dit, et c'est dans le traité de l'Union, tous les pays, quand ils rentrent, doivent respecter l'état de droit et la démocratie. C'est la raison pour laquelle parfois, quand il y a des intégrations, ça prend plus ou moins de temps. Parce qu'on demande à chaque pays qui s'intègre, c'est ce qu'on appelle les critères de Copenhague, parce qu'ils ont été décidés à Copenhague, chaque pays qui veut rentrer dans l'Union européenne, donc vous savez qu'en ce moment, il y a des pays qui sont dans les Balkans, le Monténégro, l'Albanie, mais vous avez récemment l'Ukraine et la Moldavie qui ont été acceptés comme candidats. Ces pays s'engagent à réformer, si c'est nécessaire, leur système juridique, leur système institutionnel, pour pouvoir complètement, leur système judiciaire, pour pouvoir répondre à tous ces critères d'état de droit et de démocratie. Et au début, on a pensé que ça suffisait. Et puis, parce que tous les pays, au début, étaient parfaitement respectueux de l'état de droit et respectueux de la démocratie. Et puis, il y a des élections, il y a des changements, on ne les a pas vus venir, mais enfin, il y a eu des changements un peu de régime dans certains pays, et on s'est aperçu que certains pays dérivaient un peu. Et donc là, quand même, dans les traités, toujours le traité de l'Union, il y a un autre article qui stipule qu'il y a des sanctions pour les pays qui ne respecteraient pas cet état de droit. Et il y a éventuellement un recours à la Cour de justice de l'Union européenne. Ça a été le cas, par exemple, à un moment, les gros problèmes, ça a été à un moment avec la Pologne. Bon, maintenant, c'est revenu un peu à la normale, je dirais, en Pologne. Vous savez qu'il y a toujours un peu de tension avec la Hongrie, qu'il y a des inquiétudes sur la Slovaquie. Il y a d'autres pays, on ne sait pas trop où ça va aller, mais enfin, bon, il y a des inquiétudes. Mais il y a eu, à ce moment-là, la Cour, notamment pour la Pologne, la Cour européenne de justice est intervenue pour stopper des lois qui étaient passées par le gouvernement polonais pour des tribunaux, on va dire, un peu de juridiction un peu forte et qui ne respectaient pas complètement l'état de droit. Donc, et il y a aussi un autre type de sanction qui est ce qu'on appelle le principe de conditionnalité, c'est-à-dire que vous savez que l'Europe verse un certain nombre de subsides aux États, notamment après la période de Covid, il y a eu un plan de relance et l'Europe devait donner des subventions, de l'argent aux États.
Et maintenant, pour la Pologne, les sommes sont débloquées, mais un certain nombre de sommes sont retenues vis-à-vis de la Hongrie en rétorsion, en disant que tant qu'ils ne sont pas complètement en phase avec ces notions d'état de droit, l'Union européenne ne va pas donner d'argent parce que les critères de cette Europe, et je terminerai avec ça, c'est pour le moment, c'est la paix, la prospérité, donc c'est justement le développement économique, libéral et social, pour répondre à monsieur là-bas au fond de la salle, et puis l'état de droit. Et les trois doivent aller ensemble, et donc les pays ne peuvent espérer profiter de la prospérité que s'ils respectent aussi ces notions de démocratie et d'état de droit. Merci beaucoup. Donc, je laisse la parole à Madame Lepoutier pour le Conseil de l'Europe. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, merci de l'invitation et merci de parler de ces valeurs. Je trouve ça tellement important qu'on les partage, en tout cas j'espère, que vous les partagiez et puis surtout que vous puissiez les porter parce que nous, on a fait un bout de chemin et vous en avez un encore plus long à faire. Pour moi, les valeurs, c'est vraiment le ciment qui tient toute la maison dans laquelle on cohabite tous ensemble. Voilà. Si on enlève le ciment, tout ça devient très fragile. Donc ces valeurs-là, il faut vraiment qu'on les incarne, il faut qu'on les porte, il faut qu'on les mette en exergue. Alors pour vous parler du Conseil de l'Europe, qui est en général quelque chose qui est assez méconnu, un petit peu par sa faute, parce qu'il n'a pas su trop se mettre en avant. Hein, donc voilà, là on y travaille quand même. Le Conseil de l'Europe, il est composé de 2 assemblées, une assemblée parlementaire, avec des députés, alors pour la France, des députés, des sénateurs, et une assemblée des pouvoirs locaux qui est composée que d'élus locaux. En fait, on ne met pas en place d'élection pour le Conseil de l'Europe. Moi, je ne suis pas élue par des gens pour le Conseil de l'Europe. En fait, on est désigné par les grandes associations d'élus. Moi, je suis maire et vice-présidente du département du Calvados, et c'est l'association des départements de France qui me désigne pour aller représenter les départements au Conseil de l'Europe. Donc, le congrès des pouvoirs locaux, c'est une sorte un peu de Sénat du Conseil de l'Europe, on va dire. On n'est que des élus locaux, que des maires, que des conseillers régionaux, des conseillers départementaux quand il y a des départements dans certains pays. Nous ne sommes que des élus locaux. En fait, on est donc un certain nombre, hein, on est plus de 500 dans cet hémicycle, et on représente 46 pays. Nous étions 47 jusqu'à il y a peu de temps, depuis l'éviction de la Russie, la Fédération de Russie. Vous vous doutez bien, juste après le début de l'agression contre l'Ukraine, il a été décidé, le comité des ministres a décidé d'exclure la Russie. Alors juste pour vous donner une info comme ça, c'est pas neutre en fait l'exclusion de la Russie. Alors d'abord c'est un acte politique, hein, quand on met un pays dehors d'une institution, voilà, c'est quand même. Mais c'est surtout que faire partie du Conseil de l'Europe permet aux citoyens de ce pays de solliciter la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire que si dans son pays on se considère victime d'une violation en termes de droits humains, on peut faire appel, alors soit tout seul, vous pouvez faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme, ou une association ou un groupe de personnes peut faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme. Et bien, quand on est exclu du Conseil de l'Europe, on ne peut plus faire appel à cette Cour européenne. Et pour les citoyens russes, qui notamment eux aussi ne sont pas forcément dans des situations extrêmement confortables, eh bien, ils ne peuvent plus faire appel à cette cour. Donc c'est quand même pas neutre hein, pour eux. Hein. Donc je le disais, le Congrès, c'est l'échelon local, parce que pour que la démocratie et l'état de droit, ça fonctionne, il faut l'échelon national, celui qui décide des lois, qui décide de la manière dont le pays est organisé. Mais le premier niveau, le plus proche des citoyens, ça reste l'échelon local. La mairie, voilà, ici c'est le département, ce sont suivant l'organisation, les régions. Et en fait, il faut les deux. Si on n'a qu'un pouvoir central, en général, c'est assez compliqué au niveau local. Et si on n'a que le pouvoir local, ça fonctionne beaucoup moins bien à l'échelon global.
Donc il faut les deux et on travaille. Alors moi particulièrement, moi je préside la délégation française au Congrès. On travaille vraiment sur le premier échelon, hein, alors à l'échelle des 46 pays, donc avec des maires de toutes petites communes et des maires de très très grandes villes, des élus de régions, des grandes régions, des petites régions, voilà. Donc vous doutez bien que 46 pays, on a plein d'exemples différents, c'est très hétérogène. En matière de démocratie et d'état de droit, eh ben, on s'assure que la démocratie elle soit mise en œuvre dans les pays du Conseil de l'Europe. Alors comment on s'en assure? D'abord parce qu'ils se sont inclus effectivement dans des traités, ils ont signé différentes choses, donc ils doivent mettre en place. Et parfois, l'échelon local est plus compliqué à mettre en place ou pour des raisons diverses et variées, il n'est pas mis en place. Ou moins bien, on va dire. Donc on va vérifier par exemple sur quelque chose de très concret, on va observer les élections. Alors à la demande du pays, c'est de bon ton que le pays demande quand même, mais on envoie une délégation observer l'élection. Observer l'élection, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se déplace. Là, il y en a une qui a lieu en Bosnie. Alors c'est un pays candidat, mais en Bosnie et Herzégovine dans une semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir. On va se mettre dans un bureau de vote et puis on va voir si les gens ils n'ont pas des pressions avant d'entrer dans le bureau de vote pour dire surtout vous votez ça, hein, vous votez pas autre chose parce que la liberté du vote c'est voilà. Pour savoir si les candidats ont pu se présenter librement aussi selon des règles qui sont établies. Pour savoir s'ils ont eu les moyens de se présenter, pour savoir s'ils n'ont pas été victimes de pression, pour savoir si les journalistes, on rencontre des journalistes par exemple, pour savoir si est-ce que la campagne peut se passer correctement ou est-ce que là aussi il y a des pressions, est-ce qu'il y a des tentatives de corruption? Alors parfois ça nous paraît un peu lointain pour nous, mais ça existe, hein, ça existe, c'est-à-dire vous votez pour moi et je vous donne ça. Voilà. Donc ça, on s'assure de tout ça. Donc on va observer des élections et après, il y a un rapport qui est fait et qui est voté par le Congrès. Donc en fait, tout ce qui est observé, tout ce qui est bien et tout ce qui est moins bien, est public. Il est voté et ça remonte, c'est une recommandation et une résolution qui sont envoyées au comité des ministres. Donc si un pays n'organise pas correctement ses élections locales, ça remonte. En général, ce n'est pas un bon signe, hein, quand même. Donc, notamment quand on est pays candidat. Là, par exemple, la Bosnie-Herzégovine, qui est un pays... Alors, vous êtes très jeune, enfin plus que moi, pour la plupart. C'est un pays qui a connu la guerre, c'est un équilibre très fragile. Eh bien, il y a des villes, par exemple, qui pour des raisons... parce que c'est très compliqué et puis parce qu'il a fallu s'assurer des équilibres, n'ont pas eu d'élection de leur maire depuis plus de 12 ans. Il n'y a pas d'élection. Personne n'est élu pour être maire. Voilà, donc aujourd'hui, là, le 6 octobre, il y aura des élections pour élire un maire dans une commune, par exemple, comme Mostar, où c'est une ville où vraiment il y a eu des combats extrêmement forts. Etc. Et là, on va s'assurer, je peux vous dire qu'on va s'assurer de très très près, mais on n'est pas tout seul, que les gens vont pouvoir aller voter et que l'élection va se faire correctement. Et si ça ne se fait pas, pour eux, en tant que candidat à l'adhésion, ça devient compliqué. On fait la même chose avec d'autres pays, avec l'Ukraine, ça a été dit, avec la Moldavie, parce que pour adhérer à l'Union européenne, quand bien même l'Ukraine ou la Moldavie, on a vu les situations actuelles, envie de leur ouvrir la porte, mais il faut donner alors ce ne sont pas des preuves d'amour, mais des preuves de démocratie et d'état de droit pour dire que oui, il faut montrer qu'on est capable, et y compris à l'échelon local. Donc ça veut dire qu'on travaille avec les élus locaux. Moi, je travaillais encore la semaine dernière, vendredi dernier, j'étais avec des maires moldaves qui, en ce moment, par exemple, pour leurs élections qui ont lieu aussi fin octobre, doivent fournir des gages que les élections vont se passer correctement. Et pour eux, je peux vous dire que c'est compliqué. C'est très compliqué parce que l'influence de la Russie est énorme dans ce petit pays. Donc, mais on travaille avec eux pour que, effectivement, certaines mauvaises habitudes, parfois qui étaient prises, soient mises au placard et que la voix des citoyens soit très bien entendue. Nous, ici, en France, on a beaucoup de chance, on s'en rend parfois moins compte, mais vous êtes libre d'aller, ou vous serez libre dans quelques années, d'aller voter.
Et personne ne vous mettra une pression pour vous dire si jamais vous ne votez pas ce que je veux, je vous mets dehors de votre logement. Mais ça arrive. Et nous, on est là pour être vigie. Donc la vigilance, elle est là aussi. Et c'est vraiment ce que fait le Congrès. Et on y passe énormément de temps. Et l'état de droit, là aussi, on respecte pour montrer qu'il y a des règles. Il y a des règles européennes, mais il y a aussi des règles nationales et qu'elles doivent être respectées. Voilà un petit peu le travail qu'on fait sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions de la salle, j'ai une question pour Monsieur Pestel. Vous savez, la démocratie, c'est pas juste aller voter tous les 5 ans ou tous les 4 ans et de choisir des élus pour être représentés. C'est aussi du concret tout au long de ces périodes-là. Et donc, il y a une initiative européenne, l'initiative dont Monsieur Pestel va nous parler, que vous pourrez vous en emparer, vous, directement, même dès l'atelier. Donc, il va vous en parler de cette initiative-là. Merci beaucoup, merci de me relancer sur ça parce qu'effectivement, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, je ne voulais pas être trop long. Je vais quand même faire une petite parenthèse avant sur ces démocraties parce que dans le système des institutions, il y a une prise en compte de ce qu'on appelle la démocratie directe ou démocratie participative. Il y a ce qu'on appelle la démocratie représentative, c'est via les députés, on en a parlé, les députés européens. Et il y a la démocratie directe ou participative. Il y a eu de 2021 à 2022, il y a eu une expérience unique au monde, extraordinaire, qui a été la conférence pour l'avenir de l'Europe, où on a demandé à tous les citoyens européens de se réunir, de participer. Il y avait une plateforme digitale où on pouvait mettre des idées. Il y a eu plus de 700 000 personnes qui ont participé. Alors, 700 000 personnes comparées aux 450 millions de citoyens, en relatif, c'est peut-être pas beaucoup, mais en absolu, c'est quand même un mouvement et des idées. Et ça a donné lieu à plus de 2000 idées, ça a donné lieu à 49 propositions. Ces 49 propositions ont été réintégrées dans les politiques de la dans les propositions de loi dont on a parlé tout à l'heure, proposées par la Commission et qui ont été validées par, d'une part, le Parlement et d'autre part par le Conseil des ministres. Donc, il y a des opérations et je peux vous dire qu'il n'y a nulle part ailleurs dans le monde une consultation pour l'ensemble des citoyens sur... Alors, je mets peut-être à part la Suisse, mais la Suisse, ce n'est pas 450 millions d'habitants. Donc, si vous avez des États similaires comme la Chine, les États-Unis ou la Russie ou l'Inde, il n'y a pas ce genre d'approche démocratique. Donc ça, c'était une opération majeure et qui a eu des résultats. Alors après... Dans la foulée, c'est pour ça que je me suis permis de rappeler la conférence sur l'avenir de l'Europe, il y a effectivement, et Bénédicte en a parlé, donc c'est effectivement cette initiative citoyenne européenne et je vous encourage, je vais même vous demander ce soir, éventuellement pendant le week-end, d'aller tous sur le site de l'initiative européenne. Vous allez pouvoir les voir, c'est en fait... comme on l'a dit, des individus plutôt, des associations qui peuvent promouvoir une cause, une idée, et à partir du moment où il y a 1 million de signataires, eh bien, la Commission est obligée de prendre en compte dans ses politiques. Alors vous me direz, 1 million de personnes, c'est beaucoup. D'autant plus que ça doit couvrir au moins 7 pays européens. Mais ça marche. Ça a été créé en 2012. Il y a déjà 10 initiatives qui ont été non seulement adoptées, mais intégrées, notamment un droit pour l'eau, notamment, alors attendez, je ne les ai pas tous, mais enfin bon, sur un certain nombre de domaines. Et pour ne pas être trop long, il y a actuellement diverses causes pour lesquelles vous pouvez voter, soutenir.
Alors vous avez 2 degrés de soutien. Vous avez simplement, vous allez sur le site et vous cliquez un peu comme une pétition et vous soutenez. Mais vous pouvez aussi derrière dire que vous souhaitez être un peu plus des ambassadeurs de cette cause. Et donc actuellement, il y a une cause qui s'appelle Stop Destroying Video Games, qui a déjà 350 000 signataires. Vous avez My Voice, My Choice pour le droit à l'avortement accessible, qui est déjà à 570 000. Mais vous voyez, on est encore un peu loin du million. Vous avez, de point de vue aussi plus économique, Tax the Rich, pour avoir en fait des impôts plus forts sur les multimilliardaires ou les milliardaires, qui en est à 300 000. Voilà, vous avez aussi l'opposition aux thérapies de conversion. Vous savez qu'il doit ramener les personnes d'orientation sexuelle vers, entre guillemets, un droit chemin. Donc ça, l'Union européenne veut les interdire, mais il y a une initiative et ils en sont à 100 000. Vous voyez, donc c'est très divers. Ça va des questions sociales, des questions environnementales, des questions de droits humains, comme on l'a dit, des questions aussi économiques et politiques. Et donc, vous pouvez vous engager personnellement et votre voix sera entendue au moins comme 1 millionième. Mais vous pouvez aussi, après, vous en parler à vos amis, à vos familles et à être ambassadeur de cette cause. Voilà, et je rajouterai, parce que je pense qu'il y a des professeurs dans la salle, mais peut-être que vous le direz davantage parce que c'est aussi la mission des Maisons de l'Europe de transformer ça. Il y a des kits, d'éducation pour les professeurs pour justement inciter à cette initiative européenne. Merci. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions sur cette partie démocratie et état de droit? Faites pas les timides. Oui, une question là. Le micro arrive. Tu peux relever la main pour... voilà. Moi, je voulais savoir comment est-ce qu'ils mettaient ça en place concrètement. Comment est-ce qu'ils mettaient en place ce principe de démocratie de manière plus concrète que des textes. Il y a un des exemples, c'est donc l'initiative citoyenne européenne. Mais est-ce que vous avez d'autres exemples concrets? Sinon, j'en ai moi aussi. La mise en œuvre concrète, c'est à chaque pays de le faire, en fait. Voilà, chaque pays doit... Alors, il y a l'organisation comme là d'élections à l'échelle européenne, bien évidemment. Ça, c'est quelque chose qui se coordonne, etc. Après, la démocratie, j'ai envie de dire, à tous les étages, chaque pays doit le faire de manière transparente et justement il y a des outils de contrôle pour vérifier que c'est correctement fait, en fait. Voilà, c'est surtout ça. En fait, chaque pays est organisé différemment. Donc, on laisse chaque pays mettre en sa demeure pour pouvoir organiser ses élections et puis déterminer ses propres règles. Ce qu'on vérifie quand même, et là où le contrôle se fait, c'est que ce type de cette élection, mais ce qui s'ensuit derrière, parce qu'il faut la faire vivre, ce que disait tout à l'heure, on peut voter une fois et puis après derrière, en fait, si on donne aucun pouvoir et si on laisse pas agir les élus, quels qu'ils soient, ça devient extrêmement compliqué. En fait, ça devient une démocratie factice. Donc, on s'assure derrière que les élus aient bien les capacités de travailler. Nous, par exemple, au Congrès des pouvoirs locaux, les pays membres du Congrès, du Conseil de l'Europe, ils ont signé une charte qui s'appelle la charte de l'autonomie locale. La charte de l'autonomie locale, elle dit plein de choses, mais je ne vais pas tout vous donner ce matin. Mais elle dit par exemple qu'il faut que les élus puissent se présenter sereinement, enfin, ou les candidats, et une fois qu'ils sont élus, avoir les moyens de travailler, y compris financiers, et avoir la liberté de travailler. Et que par exemple les communes aient les moyens de faire des choses, parce qu'on peut élire quelqu'un, mais si derrière il a pas de moyens pour travailler, ça devient compliqué. Donc en fait, il y a plein d'exemples où effectivement sur la démocratie participative et la consultation des citoyens, là il y a du partage d'expérience pour aller dire tenez, dans telle ville,
Ils ont fait comme ça. Si je prends à Caen, par exemple, l'exemple très proche ici, ils ont mis en place des budgets participatifs. Ils ont un certain nombre d'argent, puis un certain montant, ils consultent les citoyens, puis après, tout le monde vote pour 2, 3, 4, 10 projets qui vont permettre de mettre en œuvre, très concrètement, ce que les citoyens ont envie de faire. Et c'est aussi une manière de participer à la vie de la société, ici de la ville. Merci. Moi, je rajouterais que il y a entre 75, on va dire 80% de la législation, du travail des parlementaires français, mais c'est la même chose pour tous les pays évidemment, qui découle directement des décisions prises au niveau européen. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais très concrètement, alors on ne le sait pas toujours parce que c'est annoncé comme une loi nationale, des règlements nationaux, des décrets, et il y a notamment eu très concrètement ce qu'on appelle le pacte vert, c'est-à-dire derrière la dernière législature du Parlement européen, c'était un des grands projets de la Commission. C'était en fait la transition écologique qui s'est traduite par un pacte vert avec dedans il y a énormément de réglementations, donc c'est notamment d'amener l'Europe à une neutralité carbone en 2050 avec une étape en 2035 je crois, et puis c'est par exemple l'interdiction des voitures à essence pour les remplacer par des voitures électriques. Enfin, vous voyez, il y a des décisions comme ça très, 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 très fortes, tellement fortes qu'elles causent parfois des oppositions. Il y a eu, par exemple, des réticences, on va dire, de la part du monde agricole qui n'avait pas forcément... qui a trouvé que ça allait peut-être un peu vite ou qui n'avait pas vu aussi les avantages qui étaient ou les compensations qui étaient prévues. Mais ce pacte vert, ça c'est quelque chose de très... Là aussi, l'Europe est avant-gardiste ou pionnière sur la transition écologique. Et ça n'a d'impact en France qu'une fois que c'est passé par le Parlement. Ce n'est pas parce que la Commission ou le Parlement européen, enfin les lois directives, ne s'imposent pas directement au pays, elles doivent passer par la législation du pays. Voilà. Mais il faut bien se rappeler que 80% de notre législation découle directement de décisions prises au niveau européen. Pour ajouter du concret, il faut savoir que donc, il y a ces consultations de la Commission européenne aussi qui arrivent régulièrement dans des métiers par exemple sur l'agriculture, sur d'autres points. Il y a des pétitions que vous pouvez faire déposer au sein du Parlement européen directement. Vous avez un programme du Parlement européen qui s'appelle European Youth Events tous les 2 ans, qui réunit plus de 9000 jeunes au sein du Parlement européen et qui permet, même grâce au Centre Europe Direct, d'emmener des jeunes normands et de participer à la démocratie européenne à Strasbourg. Vous avez Erasmus+, qui fait des dialogues structurés avec des élus locaux qui permettent donc de financer des projets où les jeunes rencontrent des élus et donc parlent de démocratie et de citoyenneté. Vous avez le Corps européen de solidarité qui permet de créer des projets de solidarité sur les notions de démocratie. Vous avez le rapport annuel sur l'état de droit en Europe qui permet donc de voir à un instant T comment ça se passe au niveau démocratique et état de droit dans les pays de l'Union européenne et qui permet de changer la manière de faire. Par exemple, en Roumanie et en Bulgarie, il y avait un problème sur la nomination des juges. Après ce rapport, ils ont dû, les États, donc changer leur manière de nominer les juges et d'être le plus transparent possible. Il y a le programme européen des procureurs, il y a le programme justice qui permet l'accès au droit. Donc il y a énormément de choses concrètes au niveau européen. Maintenant, il faut les savoir, et là, on vous a donné l'information, qui permettent en fait de faire vivre la démocratie sur nos territoires et au niveau européen. Si vous avez, je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à ajouter. Juste parce que donc nous, notre Centre Europe Direct, notre association s'appelle le Carrefour Rural Normand Européen. On est d'ailleurs situé, on a été créé par le lycée agricole de Vire. Et je crois qu'il y a
pas mal de lycéens, de lycées agricoles qui sont là. Ça a été dit, il y a eu pas mal de manifestations en France en début d'année. L'Union européenne se préoccupait déjà de ce qui n'allait pas comme mesure européenne pour l'agriculture. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avait dès septembre 2023 annoncé un dialogue stratégique, c'est le nom en tout cas, sur l'agriculture. Et les manifestations n'ont fait que renforcer son idée justement de mettre à plat et de voir ce qui devait être fait. Il y a eu un groupe de citoyens et de citoyens acteurs engagés, évidemment, de représentatifs en tout cas du monde agricole, qui est une trentaine, qui ont travaillé tout le semestre 2024. Là, il y a eu le rapport qu'ils ont remis à la présidente de la Commission européenne, qui, si vous le savez, rempile, refait un deuxième mandat. Et donc, ces mesures-là, elles commencent déjà à être appliquées. Il y a déjà eu des votes au Parlement européen. C'est aussi une manière, de faire en sorte que nous, citoyens et acteurs, en fonction de nos secteurs professionnels aussi, on puisse être interpellés, entendus, écoutés, et qu'il y ait des mesures concrètes qui soient prises aussi ensuite. Tout n'est pas rose, bien sûr, mais c'est à chacun de faire avancer aussi les choses. Et en étant en démocratie, en état de droit, et on a cette liberté, c'est peut-être pour faire un lien vers la seconde valeur. C'est ça. Merci Bénédicte pour ce lien. Et donc on va lancer le deuxième micro-trottoir sur la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est la possibilité, dans tous les pays de l'Union européenne, de dire ce que l'on pense sur tous les sujets, quels que soient les sujets sociétaux, des sujets politiques. En fait, l'Union européenne, c'est une union de pays démocratiques. Et dans une démocratie, la liberté d'expression, c'est un des piliers essentiels. La liberté d'expression est très importante dans l'Union européenne. Elle permet à chacun de donner son avis et de pouvoir s'exprimer librement. Il est important de la protéger et de prendre soin de pouvoir garder cette liberté fondamentale. Qu'elle favorise la liberté d'expression de l'extrême droite, ça oui. Après, qu'elle muselle d'autres paroles, je pense aussi. Dans l'Union européenne, je pense que la liberté fondamentale d'expression, elle est garantie. Donc, malgré tout, il faut quand même la liberté d'opinion, la liberté d'expression, faut quand même y veiller. Mais de fait, je pense que c'est le cas. Pour moi, la liberté d'expression, c'est la liberté de ne pas être d'accord. De ne pas être d'accord avec d'autres citoyens, qu'ils soient de notre pays ou d'un autre pays de l'Union européenne, mais aussi la liberté de ne pas être d'accord avec les institutions de notre pays et de pouvoir exprimer ce désaccord tout en étant protégé, en ne risquant pas des peines de prison ou des sanctions envers nos proches. Voilà, vous avez donc un panel normand sur la liberté d'expression par l'Union européenne et par l'Europe. Donc, je vous laisse réagir à cela. Vaste sujet. Alors effectivement, c'est un droit fondamental dans les droits humains aussi de pouvoir s'exprimer, de pouvoir avoir des porte-voix pour s'exprimer aussi, c'est important. Donc là aussi, on a des grandes disparités d'un pays à l'autre. En tout cas, à l'échelle des 46 pays, moi, si je parle notamment du Conseil de l'Europe, on a des choses assez différentes. Là aussi, ça doit se faire à l'échelon national comme à l'échelon local. Effectivement, qu'on puisse être, ça a été dit dans ce micro-trottoir, exprimer son désaccord, alors exprimer son opinion dans le respect des valeurs, c'est toujours la limite, et dans le respect du droit. L'état de droit, il ne faut pas que se percute de plein fouet la liberté d'expression et l'état de droit, puisqu'il faut quand même que les deux soient compatibles. On peut exprimer ses opinions, mais jusqu'à un certain point, parce que quand on sort des clous du droit tel qu'il est établi, non, on peut être condamné. Vous pouvez, chacun d'entre nous peut être condamné, par exemple en France, si vous exprimez publiquement et de manière ostentatoire des propos racistes. Oui, c'est interdit. Voilà, on ne peut pas exprimer ça, c'est interdit, il y a des textes qui le prévoient. La liberté d'expression, c'est aussi pouvoir permettre à ceux qui sont les vecteurs, c'est ce que je disais, les porte-voix,
d'exercer librement. Je pense aux journalistes, notamment. Alors ici, on est à Normandie pour la paix. Dans quelques jours, il y aura le prix Bayeux-Calvados-Normandie des correspondants de guerre. Les deux ne sont pas complètement non liés l'un à l'autre. La liberté des journalistes de pouvoir s'exprimer, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous savez très bien, si vous suivez un peu l'actualité, qu'il y a plein de pays où les journalistes sont arrêtés, sont enfermés ou complètement muselés, parfois même pire. Alors moi, là, du coup, j'ai un prisme un peu bayeuxin parce que je suis élue sur le territoire de Bayeux. D'ailleurs, je salue les élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont jumelés avec Port-en-Bessin, qui est juste à côté de chez moi. C'est mon territoire. Bravo à vous. Merci. C'est bien que vous soyez là. Ça, c'était une petite parenthèse. Mais à Bayeux, tous les ans, on inaugure, malheureusement, on dévoile plus qu'on inaugure, une stèle sur laquelle sont écrits les noms des journalistes qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Et en fait, on rêverait d'avoir une pierre blanche chaque année. Mais je peux vous dire que chaque année, le nombre de noms, j'ai l'impression, s'accroît en fait d'année en année. Donc ce sont des journalistes qui sont tués, alors soit lors d'un combat, d'un conflit, voilà, soit qui sont purement assassinés en fait. Et ils ne sont pas assassinés de manière... voilà, ils sont assassinés parce qu'ils sont journalistes. Donc il faut qu'on garantisse ça aussi, la liberté que les journalistes puissent exercer. Et ça va assez loin parce que ça veut dire aussi que les journalistes ont le droit d'exprimer plusieurs voix. Vous avez des pays dans l'Union européenne où il y a par exemple une concentration des médias. C'est la même personne qui possède plein de médias. Eh ben... Alors, si elle est bienveillante et respectueuse des valeurs de l'état de droit, elle va permettre à plein de voix différentes de s'exprimer. Si elle est moins respectueuse de l'état de droit, eh bien, elle va dire, moi, dans tous les journaux que je possède, il faut penser comme ça et il faut parler comme ça. Et là, on n'a plus de pluralité d'expression. On a des journaux qui disent tous la même chose et qui pensent tous la même chose. Et donc, c'est un peu comme, voilà, si on vous dit la même chose tout le temps, vous finissez effectivement peut-être par le penser. Donc, il y a la concentration des médias, la même personne qui possède. Et puis, il y a aussi que parfois, il y a un contrôle de certains États sur les médias qui font des lois de manière à ce que quand même les médias ne puissent pas totalement faire ce qu'ils ont envie de faire. Ça, c'est valable à l'échelon national et c'est aussi valable à l'échelon local. Et nous, on a fait un rapport. Moi, j'ai été co-rapporteur d'un rapport, c'est un peu répétitif, d'un rapport sur les médias locaux et la démocratie locale, pour faire le lien avec ce qu'on a dit précédemment. Là où en Europe ou ailleurs, c'est pareil aux États-Unis, où il n'y a plus de médias locaux, vous savez, votre journal local, alors vous n'êtes pas en général les plus grands lecteurs du journal local, c'est vrai. Peut-être un peu sur les réseaux sociaux, mais il existe encore plein de journaux locaux. Ici, c'est Liberté, voilà, Bonhomme Libre, vous en avez plein. Et quand il n'y a plus de journaux locaux, il y a moins de démocratie locale. Et si on superpose les deux cartes, c'est criant de vérité, ça se voit. Là où il n'y a plus de journalistes locaux, en général, la démocratie locale ne va pas bien. Donc, d'où l'importance qu'on donne les moyens aux journalistes aussi, qu'on les laisse tranquilles, qu'on les laisse travailler aussi. Et donc, il y a des vigies qui sont là aussi, il y a la Fédération européenne des journalistes qui sont là pour, de temps en temps, dire, dans une manifestation, y compris en France, dans une manifestation, un journaliste qui couvrait quelque chose a été arrêté et questionné. Bon, voilà, ça pose question aussi. Donc, parce qu'ils doivent pouvoir relater ce qu'ils ont à relater. Les situations sont assez différentes d'un pays à un autre, mais on y veille beaucoup parce que, en fait, sans trop le savoir, ce que je viens de vous dire, ça reste aussi une des pierres de la démocratie. Merci. Moi, je voudrais aussi attirer l'attention sur la liberté d'expression, j'allais dire justement dans le digital et les réseaux sociaux. D'abord, rappeler une règle donc on a tous la liberté d'expression, mais comme vous le savez, notre liberté individuelle s'arrête là où commence celle de l'autre. Donc, pour rappeler ce que a dit Mélanie Lepoultier, il y a bien sûr qu'il y a une liberté d'expression, mais il y a des sujets, donc le racisme, l'orientation sexuelle, etc., sur lequel, voilà, après l'homophobie, c'est un délit.
Donc, il y a eu des lois, j'ai parlé tout à l'heure du pacte vert, il y a eu une autre avancée très forte lors des dernières 5 ans par les institutions européennes, et notamment le Parlement, mais sous l'impulsion de la Commission et des États. C'est ce qu'on a appelé le Digital Market Act en anglais et le Digital Service Act, qui sont en fait 2 paquets pour réglementer les fameux GAFAM et aussi la liberté d'expression et le harcèlement sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça veut dire que d'une part, d'un côté, c'était pour limiter l'emprise des grandes sociétés de numérique qui sont soit chinoises, soit américaines, et donc justement sur l'utilisation de données des citoyens européens pour respecter aussi notre individu et notre individualité. Et puis d'autre part, c'est de pouvoir amener, comme je vous l'ai dit, tous les pays de l'Union européenne à pouvoir avoir une législation qui protège et que ce qui est interdit dans la vie réelle soit aussi interdit sur le numérique, sur les réseaux sociaux. Donc on ne peut pas insulter. Il y a une évolution aussi, il y a des discussions plus exactement sur l'anonymat, sur le fait qu'on puisse parfois harceler des gens de façon cachée. Mais ça, c'est quelque chose, pour répondre à la question tout à l'heure de est-ce que c'est très concret, ça, dans la vie de tous les jours. Vous avez peut-être vu que maintenant, depuis le mois de juin, on vous demande davantage votre consentement pour, d'une part, donner vos données, mais aussi sur un certain nombre de services proposés par les grandes sociétés du digital. Et ça, c'est une conséquence directe des lois qui ont été votées dans ces pactes qui sont l'acte numérique du marché numérique et l'acte du service numérique. Voilà, donc il y a cette liberté d'expression. Les réseaux sociaux sont merveilleux pour s'exprimer, mais dans le respect des autres. Merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Sur le moment où c'est hésitant. Du coup, je vais vous donner quelques autres exemples de projets financés par l'Union européenne sur la liberté d'expression. Alors, nous avons déjà un programme spécifique pour les médias, Europe Créative et Médias, qui permet de financer en fait des projets de journalistes locaux, des grands médias, etc. Donc, c'est ouvert aux médias. Donc, il y a ce programme européen qui est important. Mais aussi, on a des projets spécifiques portés par des régions ou des départements ailleurs en Europe, notamment le Media Freedom Rapid Response. C'est en fait, dans le cas où c'est donc cofondé par l'Union européenne, dans le cas où un journaliste est menacé directement, on a une cellule qui est mise en œuvre au niveau de ce programme-là, de ce projet, et qui permet la protection du journaliste. On a le European Center for Press and Media Freedom. Pareil, c'est un projet cofondé par l'Union européenne. Et donc là, c'est beaucoup plus global et faire en sorte que au niveau des pays, on vérifie, ce centre vérifie qu'il y a la liberté pour les journalistes et la presse. Donc dans chaque pays, il va vérifier que c'est bien mis en œuvre. Vous avez donc aussi, on a parlé du Digital Act, donc le programme pour une Europe numérique, qui vraiment va mettre de l'argent spécifiquement pour lutter contre la désinformation. Donc on en a parlé un peu, mais vraiment là, il y a une lutte contre les fake news. Je ne sais pas si vous savez, mais la Russie, par exemple, nous attaque. Il y a 17 000, c'est une armée de personnes qui sont sur Internet, 17 000 personnes dans des bureaux à Moscou, dont leur but, c'est de diffuser des fake news dans toute l'Union européenne et de mentir, juste sur ce qui se passe dans nos démocraties. Donc, il y a une cellule comme ça aussi qui essaie de lutter contre ces fake news au niveau
européen. Donc voilà des choses mises en place pour la liberté d'expression et pour garantir la liberté d'expression au niveau de l'Union européenne. Du coup, on va passer au troisième point, comme ça on sera dans les temps. On lance le troisième micro-trottoir sur l'égalité et la dignité. Alors, dignité humaine, c'est le respect des autres, de tous les autres, mais de tous les êtres humains. Et puis, Union européenne, c'est la notion de vivre ensemble, de respecter les différentes nationalités et puis réussir à vivre ensemble. La dignité humaine, c'est que tout habitant de l'Union européenne vive dignement, c'est-à-dire ait pour moi un toit sur la tête, que les enfants mangent à leur faim. Et je pense qu'il y a une autre dimension vis-à-vis de l'accueil qu'on peut avoir, parce qu'on sait que dans les années à venir, il y a des flux migratoires avec le changement climatique et les problèmes géopolitiques, mais des fois tout ça est lié, et qu'il faut qu'on soit en capacité d'accueillir dans des conditions dignes, c'est-à-dire à l'abri du froid et à nourrir les gens, et voilà. L'égalité est une chose très importante dans l'Union européenne. Elle permet de lutter contre les inégalités de genre, de rétablir des situations qui ne sont pas équitables et de permettre à chacun d'entreprendre, de faire et de réussir ce qu'il désire, sans qu'il ou elle n'ait été freiné par son genre, son statut social ou toute autre chose. Je pense notamment qu'il y a des questions liées à, par exemple, l'égalité des sexes, ce genre de choses qui ne sont pas vraiment respectées dans certains pays. Voilà encore une fois un petit panel de ce qu'on a entendu dans nos micro-trottoirs. Donc je vous laisse réagir sur cette question d'égalité et de dignité. Alors là, effectivement, c'est tout le corps des droits humains. Qu'on dit aujourd'hui droits humains plutôt que droits de l'homme, vous comprendrez bien pourquoi. D'ailleurs, en anglais, on dit human rights et pas men's rights, donc on partage les droits. Là aussi, c'est forcément un des piliers. C'est un sujet très très vaste qui est vraiment... c'est presque comme un réseau le réseau de toutes les veines qu'on peut avoir dans le corps. C'est-à-dire que ça irrigue partout, vraiment, dans toutes les politiques qu'une société, qu'un pays peut mettre en place. Et là aussi, il faut y veiller. Ça veut dire qu'on doit être protégé. En tant que citoyen européen, on doit être protégé en sa qualité d'être humain, et qui qu'on soit dans l'Union européenne. Donc ça veut dire vraiment que quelle que soit son origine, sa sexualité, sa religion, voilà, on doit être protégé, et à tous les âges de la vie. Donc ça commence effectivement par la protection de l'enfance. Ça veut dire que les enfants doivent être protégés aussi. Et puis ça continue plus tard, et ça va jusqu'à la fin de vie, où là aussi ce qu'on appelle les seniors ou voilà, les personnes plus âgées doivent pouvoir, personnes vieillissantes, être protégées aussi. Ça veut dire avoir accès à un logement. Ça veut dire la santé aussi, pouvoir être protégé, et ça doit se décliner parce que on parlait par exemple tout à l'heure du droit à l'avortement. Vous pouvez décréter qu'on a le droit à l'avortement, mais si vous n'avez aucun hôpital ou aucune clinique qui le pratique à un échelon de 300 km, vous ne pouvez pas mettre ce droit-là en place. Parce que si vous n'avez pas le lieu pour faire, ça devient extrêmement compliqué. Donc logement, les droits sociaux aussi. Alors ça veut dire que non tellement il faut les mettre en application, mais il faut que les gens les connaissent. Je vous donne un exemple. On a aussi le droit des minorités. Dans les pays un peu plus à l'est de l'Europe, les Roms sont une grande communauté, très grande communauté, très difficilement reconnue dans beaucoup de pays. C'est une communauté qui est très souvent rejetée aussi, mais elle a des droits comme les autres. Et là, le premier des combats qui doit être mené, c'est qu'elle connaisse ses droits. Parce qu'en fait, pour les demander, pour les exiger, il faut déjà qu'elles connaissent les droits. Et souvent, on s'aperçoit que ce sont des populations qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne savent pas qu'elles ont droit à l'éducation, qui ne savent pas, je vous parlais de la Bosnie tout à l'heure, eh bien, par exemple, on s'aperçoit que les jeunes filles roms ne vont pas beaucoup à l'école après 13 ans. Parce qu'elles sont convaincues qu'après 13 ans, elles n'ont plus vraiment le droit d'y aller. Et les familles sont convaincues. Or, elles ont le droit à la scolarité. Donc, il faut faire connaître ces droits pour pour ensuite pouvoir les appliquer. Évidemment, les droits en matière d'égalité femmes-hommes.
Ah oui, il y a encore beaucoup à faire, alors ici comme ailleurs. Il y a du travail partout. Égalité en termes de sexualité, les minorités sexuelles, évidemment, le pouvoir le revendiquer et vivre librement. Lutte contre les violences aussi intrafamiliales, violences faites aux femmes et violences faites contre ces minorités. Donc là aussi, c'est comment l'État décide à l'échelon national d'impliquer ses droits et comment, au plus haut l'échelon local, on fait en sorte que ça puisse fonctionner. Donc ça veut dire créer des lieux où les gens peuvent être accueillis, ça veut dire aussi, et ça c'est un temps long, est-ce que les populations acceptent ces politiques-là et acceptent, je parlais des Roms, voilà, que ce soit une population qui soit prise en compte au même titre des autres. C'est un travail de très long terme. C'est un travail très compliqué et ça revient avec l'idée de justice parce que ça veut dire que si ces droits ne sont pas appliqués, il faut aussi que les organes de justice de chaque pays puissent sanctionner si effectivement une commune refuse d'appliquer correctement les choses, et ben, on puisse lui taper sur les doigts, par exemple. Alors, moi, je vais, comme l'approche de Mélanie Lepoultier a été très complète sur le sujet, je vais élargir un peu à des domaines un peu connexes. Mais j'ai entendu dans le micro-trottoir qu'il faut que les enfants mangent à leur faim. Et je réagirai en disant que l'Union européenne est le premier pourvoyeur, le premier financeur des différentes entreprises de solidarité, notamment les Restos du Cœur, sont majoritairement financés par l'Union européenne. Donc la solidarité, là aussi, c'est très concret sur le terrain. Alors, normalement, il doit y avoir des petits logos pour le montrer, mais forcément, quand on y va, on a d'autres priorités, donc on n'y pense pas forcément. Mais c'est d'ailleurs parfois un peu la problématique de l'Union européenne, c'est que ces actions sont pas, vous en aviez parlé tout à l'heure, pour le Conseil de l'Europe, mais c'est aussi la même chose pour l'Union européenne. Il y a beaucoup d'actions où ce n'est pas toujours revendiqué, d'autant plus que quand c'est des bonnes actions, les États, les nations ne disent pas forcément que ça vient de l'Europe et le reprennent un peu à leur compte. Donc il y a notamment cette solidarité-là. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais de fonds, il y a 2 fonds, donc des financements européens qui s'appellent le financement social pour accompagner justement des transitions, des régions qui ont des difficultés, notamment dans des mutations économiques. Et il y a un fonds social qui a été créé spécialement pour la transition écologique, parce que dans le cadre de transition écologique, il y a des régions entières qui vont devoir changer de modèle économique, toutes celles qui produisent du charbon, par exemple. Alors, il n'y en a pas beaucoup en France, mais ça concerne beaucoup des pays comme la Pologne, mais on en a d'autres. Et donc, je parlais tout à l'heure aussi des mutations du monde agricole. Donc, il y a ce fonds social de transition écologique. Il y a aussi un fonds qui permet de créer une égalité entre les régions pour aider justement les régions qui sont plus difficilement en situation économique plus difficile. Donc, il y a vraiment cette prise en considération de solidarité au niveau des pays, au niveau des régions, au niveau, comme vous l'avez dit, local et au niveau des individus. Merci. Alors, juste petit aparté sur la deuxième partie. On vient d'avoir une breaking news, donc je vais vous la partager. Vous savez, pour la liberté d'expression, on a un grand conflit avec Elon Musk au niveau européen. Pas que l'Union européenne, le Brésil a interdit par exemple X, Twitter, de son territoire, parce que c'est quand même le réseau social où il y a le moins de modérateurs, où on modère moins. Et donc c'est là où les fake news circulent le plus en termes de réseau social. Et du coup, aujourd'hui, on a appris les candidatures pour le prix Sakharov 2024.
C'est le prix qui permet prix du Parlement européen qui permet de donner ce prix-là pour ceux qui ont œuvré pour la liberté, pour la dignité, l'égalité, etc. Et donc on a des candidatures comme Maria Corina Machado, qui est chef des forces démocratiques au Venezuela, proposée par la droite européenne, Women Wage Peace, proposée par les socialistes et le centre. Et puis, on a Elon Musk, proposé par les Patriotes pour l'Europe, donc le RN et Viktor Orban. Donc voilà, si ça vous intéresse, le prix Sakharov, ça va être très intéressant à suivre et savoir si Elon Musk va recevoir un prix pour son travail pour la liberté. Je vous demande de suivre cette actualité activement. Petit aparté pour ça, et sinon, voilà quelques autres exemples pour l'égalité et la dignité. Vous avez le projet WeGate soutenu par l'Union européenne pour les droits des femmes et l'entrepreneuriat au féminin. Vous avez des plans stratégiques pluriannuels qui permettent en fait de contrôler les États et de permettre la création d'activités spécifiques dans ces domaines, mais il y a de plans stratégiques sur les personnes LGBT, sur le racisme, sur les droits des femmes, donc sur totalement pas mal de sujets dont on vient de parler. Vous avez le FSE+, qui a été dit là, qui vous concerne parfois directement, puisque la garantie pour la jeunesse mis en place en France est en fait un fonds européen mis en place par le gouvernement français, mais souvent on ne le dit pas parce que ça vient de l'Union européenne, comme on le disait. Donc il y a énormément de choses concrètes dans l'Union européenne sur ces questions-là. Donc je ne sais pas si vous avez des questions supplémentaires, parce qu'on va arriver vers la fin de notre atelier. Je ne sais pas s'il y a des réactions ici aussi. Juste aussi parce que tout à l'heure tu as parlé d'Erasmus+, il y en a certains peut-être qui en ont bénéficié ici ou qui vont bénéficier, ça passe par un organisme, une école, une université, voilà, ça peut être même l'école primaire, hein. Mais il y a aussi, tu en as parlé, le corps européen de solidarité, et ça rejoint tout à fait cette valeur égalité justement. Le corps européen de solidarité, ça vous permet évidemment de mener des projets solidaires localement. Il n'y a pas beaucoup de projets, donc n'hésitez pas aussi à en proposer. Mais la grande partie des jeunes qui utilisent cette aide, c'est d'aller faire un volontariat de 2 semaines, 2 mois, 8 mois, 1 an dans un pays autre que le sien, donc l'Union européenne, mais élargie aussi. Et là, en fait, c'est vous qui décidez de partir. C'est de 18 à 30 ans, voire 35 ans sur l'humanitaire. C'est vous qui décidez de partir. Et vous allez vous engager sur une mission qui vous plaît. Et on ne va pas vous demander si vous parlez la langue du pays. On ne va pas vous demander si vous avez tel diplôme pour faire cette mission-là. On va vous payer votre voyage, on va vous payer votre logement, on va vous payer votre nourriture, on va vous donner de l'argent de poche. L'idée de l'Union européenne, notamment à travers cet exemple concret, c'est de dire, voilà, donner la chance à tous les jeunes aussi de pouvoir aller faire une autre expérience, une expérience à l'étranger. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une école qui a Erasmus+. Donc c'est aussi ça l'égalité aussi dans l'Union européenne. Exactement. Vous avez d'autres manières de participer au niveau du Conseil de l'Europe. Et donc, je laisse la parole à Madame Lepoultier. Ouais, c'est vraiment important ce que Bénédicte vient de vous dire. Et vraiment, mais si vous avez l'opportunité de le faire au moins une fois dans votre vie, d'ailleurs, quand vous aurez commencé, en général, après, on n'a plus envie de s'arrêter. Prenez cette chance-là de pouvoir aller passer un peu de temps à l'étranger. Alors oui, on part avec la boule au ventre, on ne sait pas où on va arriver, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais en général, on repart pas forcément, voilà, avec les larmes aussi, parce qu'on est hyper content de l'année qu'on a passée. C'est une chance formidable, et ça, dans le sac à dos de la vie, ça sert toute la vie. Donc, prenez ça avec vous, saisissez cette chance d'aller découvrir un autre pays, une autre manière de vivre. Plus concrètement, pour le Conseil de l'Europe, on a au Congrès des pouvoirs locaux des délégués jeunes par pays, en fait, qui siègent avec nous et qui prennent la parole dans de ce grand hémicycle du Conseil de l'Europe. Ils sont 1 par pays.
il travaille avec nous. Moi, je suis présidente de la délégation. On travaille avec notre déléguée jeune. Il ou elle nous suit pendant 2 ans. Elle participe à nos travaux. Ils sont avec tous les délégués jeunes des autres pays. Donc, en général, c'est plutôt sympa quand même. Mais ils travaillent sur des résolutions aussi et des propositions, notamment des propositions pour rajeunir la politique. Donc là, on se sent un petit peu vieux, mais ils ont raison. Et tous les 2 ans, on est toujours en recherche du ou de la déléguée jeune qui peut nous accompagner. Donc dans quelques années, n'hésitez pas. Tout est pris en charge pour vous aussi. Et c'est une belle occasion de découvrir comment ça fonctionne et puis de participer à plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas. Le créance est parfaitement au courant de tout cela. Mais si vous en avez envie dans quelques années, là aussi, saisissez cette opportunité. Alors, pour finir, vous avez de la documentation sur les différents centres Europe Direct, donc vous pourrez en prendre ici et vers la sortie. Comme ça, vous restez en contact avec nous et avec les informations européennes. Vous avez de la documentation généraliste sur l'Europe. Et donc, vous pouvez vous en servir comme vous voulez, des cartes, des frises, des crayons papier, des stylos. Sachez aussi, je n'ai pas fini, les gens, ne vous levez pas. Sachez aussi que vous pouvez participer au niveau régional à la démocratie régionale, notamment à Normandie pour la paix avec le prix Liberté. Il y aura des candidats qui vont être nommés par vous les jeunes parce que des personnalités se sont montrées exceptionnelles sur des questions d'égalité, de dignité, de droits de l'homme. Donc vous pourrez voter pour le prix Liberté, vous en aurez des informations aujourd'hui et demain. Et sachez aussi que la région Normandie travaille de concert avec le Parlement européen, avec le service de recherche du Parlement européen, pour éditer chaque année, donc vous le verrez au forum, l'indice Normandie pour la paix, qui vous permet en fait de voir pays par pays quelles sont les vulnérabilités dans ce pays-là, quel pays respecte les droits de l'homme, respecte les différentes valeurs que dont nous avons parlé. Et vous aurez un classement annuel, donc vous pourrez regarder ça. Dans le forum, il sera distribué et il y aura des ateliers spécifiques pour ça. L'indice Normandie pour la paix. Et donc, vous pourrez suivre les évolutions mondiales à travers cet indice-là. Merci beaucoup de votre attention. Moi, je rajoute un remerciement. Je reviens juste sur l'appel que j'ai lancé tout à l'heure. D'initiative. Allez voir le site d'Initiative citoyenne européenne. Vous aurez forcément une cause qui vous motivera. Et c'est un premier engagement, un premier lien avec l'Europe. Et puis, si vous en avez envie, vous pouvez derrière voir cette cause et voir comment vous pouvez vous engager. Merci à vous, à nos intervenants. Et puis, à bientôt.